Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à Martine Tollet, qui nous a quittés brusquement, mercredi 30 décembre, à la surprise de toutes et tous, laissant ses projets en chantier. Martine était une autrice, une conteuse, une passionnée des traditions orales, des contes traditionnels, populaires. Elle était de ces messagers qui transcrivent les messages que les siècles se passent de génération en génération. Elle avait créé à Paris l'atelier de la parole, rue Godefroy-Cavaignac. Il se trouve que le hasard faisait que cette rue Godefroy-Cavaignac, c'est la rue dans laquelle j'ai passé la première année de ma vie. Elle vivait dans le quartier Aligre. Elle animait régulièrement des lectures de contes sur Radio Aligre. Radio Aligre, il se trouve que le hasard aussi fait que au tout début des radios libres dans les années 80, j'avais animé quelques émissions pour cette station. Elle vivait dans le quartier Federbe-Chaligny, qu'elle aimait beaucoup, et le hasard fait aussi que c'est un quartier que je connais très très bien, dans lequel j'ai beaucoup vécu, dans lequel mes parents habitent encore. Non loin de ce quartier, il y avait un terrain vague qui a été remplacé par tout un ensemble d'immeubles, et elle avait su reconnaître à travers l'une de mes chansons ce fameux terrain vague que j'évoquais et qui maintenant a disparu. Nous avions décidé de boire un café ensemble avec quelques autres personnes la prochaine fois que je monterai à Paris, et malheureusement cela n'aura jamais lieu. Martine était une personne que j'ai peu connue. J'ai fait sa connaissance au mois de juin 2020 dans le cadre d'un atelier mené par François Bon, et à travers le confinement, nous communiquions toutes et tous à travers des réunions Zoom régulières. Les échanges étaient extrêmement riches, et Martine était une des personnes qui faisaient vivre ces échanges et dont l'humanité nous a tous marqués. Alors voilà, aujourd'hui, c'est le jour de ses obsèques, et je souhaitais lui rendre hommage avec une lecture de l'un de ces textes pour lesquels elle a été cette messagère. Ce texte, elle en est la messagère, le message reste, et maintenant restera un petit peu de la messagère avec. Alors, je vais vous lire son avant-propos parce qu'il décrit bien le travail qu'elle a fait sur ce livre. Vous pourrez trouver l'ensemble de ce livre, parce que je ne vais vous en lire que quelques petits extraits. Il est paru aux éditions de l'Arbre d'Or à Genève, et il s'appelle « Les Pataquines de Raphaël ». Ce sont des contes cubains de la Santeria. Voilà ce qu'elle en dit elle-même dans l'avant-propos de son livre. Et je lui laisse maintenant la parole à travers ma voix une dernière fois. Rafael Lao Diaz est peintre. Né à Cuba en 1964, il a émigré en Belgique au début des années 90. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à Bruxelles peu de temps après son arrivée. Intéressé par les contes et l'oralité, il fréquentait les soirées que j'organisais à l'époque avec Paul Henrieux à la Maison de la Parole. Nous avons sympathisé, il m'a montré son travail et j'ai découvert que toute son œuvre était inspirée par une cosmogonie d'un type très particulier. Raphaël m'a alors confié qu'il appartenait à la Santeria, ou Regla de Oxa, une religion animiste assez proche du vaudou et dont l'origine remonte aux premiers Yorubas, arrachés du Dahomey et importés dans les Caraïbes au XVIIe siècle. Évangélisés par les Espagnols, ces esclaves noirs perpétuèrent en secret leur tradition et pratiquèrent leur culte à l'ombre même des églises. À travers les saints qu'ils feignaient de prier, ils honoraient leurs orixas, leurs dieux. Ces pratiques clandestines contribuèrent largement à maintenir vivante une culture originale. Jusqu'à nos jours, l'enseignement de la Santeria ne s'est transmis qu'oralement, et ceci principalement au cours de nombreuses cérémonies qui jalonnent le parcours initiatique des fidèles comme autant de degrés à gravir.
Dans la Santeria, le principe suprême, commencement et fin de toute chose, s'appelle Olofi. Il est symbolisé par l'arc-en-ciel ou encore l'Ouroboros. Autour de lui gravite tout un panthéon de divinités, ou orixas, aux attributions bien spécifiques, comme l'amour, la guerre, la maternité, l'agriculture. Lors des fêtes religieuses, les candidats à l'initiation s'entendent raconter des patakines, petits contes humoristiques qui mettent en scène les orixas et dénoncent leurs travers. Sous cet aspect bon enfant se cachent bien entendu des vérités plus profondes. Les patakines sont des histoires bien vivantes. Chacun les raconte à sa manière et les adapte aux circonstances sans toutefois en modifier le sens. Raphaël m'a confié ses préférés, tout imprégné de sa personnalité. Ils m'ont plu et j'en ai entrepris la transcription écrite. J'ai veillé à serrer le récit oral au plus juste en m'inspirant souvent du rythme de la parole du conteur. Cependant, il m'a parfois été nécessaire de puiser dans mon propre bagage et de faire appel à mon propre imaginaire pour combler des lacunes. Ce travail d'écriture, bien qu'il se soit voulu très respectueux, n'a donc aucune prétention scientifique. Mon souhait est que vous vous laissiez guider par Elegua, le petit dieu farceur, maître des chemins, et que vous preniez plaisir à découvrir cette mythologie savoureuse. La langue. Olofi, le dieu suprême, a bien du mérite à gouverner le monde. L'agitation de ses enfants et leurs incessantes querelles lui donnent fréquemment vertige et migraine. Cependant, il n'en souffle mot à personne et reste vaillamment à la barre. Un jour pourtant, sa fatigue est telle qu'il abandonne sa tâche au beau milieu de la matinée, s'affale dans son hamac et prend à témoin Elegua, le petit dieu des chemins. C'en est trop. Il me faudra un assistant, un homme à qui je confierai les affaires courantes. Va, parcours les villages, mène ton enquête et ramène-moi celui de mes enfants que tu considéreras comme étant le plus capable de me seconder. Déguisé en voyageur, Elegua se met aussitôt à la traque. Il entreprend le ratissage du monde en long, en large et en travers, à la recherche de l'oiseau rare. Il se fait héberger dans chaque village, dans chaque hameau. De temps à autre, il déniche un homme réputé pour sa sagesse. Alors, avec son petit air d'enfant innocent, il observe, questionne, écoute, et découvre malheureusement très vite une faille secrète au digne personnage. Un tel est buveur, un autre joueur, celui-ci trompe sa femme et celui-là bat ses enfants comme par plaisir. Personne donc ne semble digne d'accéder à l'emploi offert par le Dieu suprême. Découragé, Elegua est sur le point d'abandonner ses recherches, mais voilà qu'il découvre tout au bout du monde un dernier petit bonhomme. C'est un humble guérisseur qui pratique avec succès l'art de la divination. Personne jamais n'a regretté d'avoir suivi ses conseils. Il s'appelle Orunla. Il est célibataire et mène une existence frugale. Orunla, notre père Olofi a besoin d'un adjoint. C'est un rôle écrasant, certes, mais je te vois resplendissant de force tranquille. Te sens-tu capable d'assumer cette tâche? Je veux bien essayer. Alors en route, sans attendre. Orunla confie ses poules et sa chèvre à une voisine, emballe 2 ou 3 vêtements de rechange et prend le chemin de la demeure d'Olofi. Le maître du monde observe longuement la recrue sans mot dire, puis soudainement, il lance son premier ordre. « Ce soir, je veux goûter ta cuisine. Prépare-moi ton plat préféré. » Orunla s'incline. Il empoigne un panier et se rend au marché. Il achète une langue de vache, du gros sel, des oignons, des carottes, des navets, de l'ail, du thym, du laurier et s'en revient aussitôt attiser le feu, remuer les chaudrons et préparer un plat à sa façon. À la tombée du jour, une délicieuse odeur parfume la maison. Olofi s'attable, goûte et se régale. Cette langue est vraiment digne du palais du Dieu suprême que je suis. Je te félicite, Orunla. Ce repas, mieux que tout discours,
m'a révélé tes qualités. Cependant, avant de te nommer au poste d'assistant, accorde-moi un dernier caprice. Prépare-moi pour demain le plat que tu détestes le plus au monde. Le lendemain matin, Runla empoigne un panier, se rend au marché, achète une langue de vache, du gros sel, des oignons, des carottes, des navets, de l'ail, du thym, du laurier, et s'en revient aussitôt attiser le feu, remuer les chaudrons et préparer un plat à sa façon. Le soir venu, Olofi s'attable et s'étonne. Mais c'est la même recette qu'hier. Comment la langue peut-elle être à la fois ce que tu aimes et ce que tu détestes le plus au monde? La langue, Olofi, n'est-elle pas la meilleure et la pire des choses? Olofi sourit. Runla est bien l'homme qu'il cherchait. Il lui confie Ifa, le livre sacré, et fait de lui le maître de la parole, le premier des chamans. Obara. Olofi était très vieux, et malgré l'aide que lui apportait Runla, sa fatigue était telle qu'un beau jour il tomba gravement malade. Allait-il mourir? Après tout, peut-être. Pourquoi la mort épargnerait-elle quiconque, fût-ce le Dieu suprême? Olofi résolut donc de prendre ses dernières dispositions et il invita les Oryxas, ses enfants, les dieux, à un ultime repas de fête. Ils vinrent tous au jour dit, de belle humeur, et les bras chargés de cadeaux pour leur père. Il y avait Yemaya, la souveraine de la mer, à la peau nacrée comme une perle d'huître, et la tauride Oksun, la folle d'amour à la crinière rousse. Xango, le conquérant aux yeux de braise, et son frère Ogun, le maître de forge. Il y avait Oxussi, le chasseur, et Oryxaoko, l'agriculteur. Il y avait Elegoa, le messager, Osun, le veilleur, et bien sûr, le sage Runla. Obara, lui, arriva bon dernier, et qui plus est, les mains vides. Il bredouilla une excuse. « Olofi, mon père, pardonne-moi ce retard, c'est à cause de ma femme. À la dernière minute, elle m'a demandé de surveiller les gosses pendant qu'elle allait chercher de l'eau au puits. » Si Olofi sourit avec indulgence à cet évident mensonge, les autres manifestèrent leur réprobation dans un murmure général. Le joli prétexte, c'est cousu de fil blanc, il est vraiment culotté, il n'a pas apporté de cadeau en plus, il n'est pas riche, mais tout de même un jour comme celui-ci, il aurait pu se fendre. À vrai dire, ce retard fournissait aux invités un excellent motif pour critiquer ouvertement leur frère, et s'ils s'en donnaient à cœur joie, c'est qu'Obara n'était pas apprécié. À cela, il y avait non pas une, mais deux raisons. La première était que notre homme passait sa vie à mentir effrontément. La seconde était qu'il adorait dire à chacun ses 4 vérités sans la moindre complaisance. Naturellement, à ce petit jeu-là, Obara s'était gagné l'inimitié générale. Pourtant, il faisait partie de la famille. Et bon gré, mal gré, on se poussa pour lui faire une place autour de la table et le banquet commença. Quand une à une, les assiettes repoussées signalèrent que les ventres étaient repus. Olofi se leva. Il était pâle et chancelant. Il prit la parole d'une voix frêle et d'un ton solennel. « Mes enfants, l'heure est venue de vous distribuer votre part d'héritage. Je vous invite à me suivre. » Les Oryxas, à la queue leu, emboîtèrent le pas à leur père. Olofi ouvrit la porte, sortit dans la cour, marcha tout droit vers la fosse à purin et escalada le fumier. C'est là qu'il cultivait ses potirons. Il sortit son couteau, détacha un à un les fruits mûrs de leur pédoncule et les jeta à ses enfants éberlués. « Attrape Runla! Celui-ci est pour toi, Xango! Voilà ta part, Ogun !» Chacun reçut donc dans les bras un potiron lancé à la volée comme une grosse balle par un Olofi soudainement ragaillardi. Obara fut le dernier servi. Son potiron était tout petit. Il le rangea prestement dans sa besace en prévision du repas du soir. Olofi descendit de son perchoir, le sang aux pommettes, le souffle un peu court et le poil en bataille. Il congédia aussitôt ses invités. « Rentrez chez vous maintenant. Quant à moi, je suis épuisé. Un petit somme me fera du bien. » Un instant plus tard, la porte claquait. Leur père disparut,
Ils restèrent tous là à se regarder, bouche bée, leur étrange héritage entre les mains. Xango réagit le premier. « Notre père est devenu gâteux ?» Et les autres enchaînèrent. « Comme si nous n'avions pas de potiron chez nous. Ah, il s'est bien moqué de nous, oui. Ah, moi, je ne rapporte pas chez moi, ni moi. Qu'il se les garde, ces potirons, le vieux. » Et un à un, lancés par des braves vengeurs, rageurs, les potirons d'Olofi se retrouvèrent sur le tas de fumier qui les avait engendrés. Obaras seul tenta de s'opposer au mouvement général. « Comment osez-vous, le dernier cadeau que nous fait notre père ?» Les autres fondirent sur lui, pleins de colère. « Toi, le menteur, boucle-là, t'as pas de conseils à nous donner !» Obaras se le tient pour dit. Après tout, c'était pas son affaire. Il attendit que tous se soient éloignés, la bouche encore pleine de paroles fielleuses contre Lofi, et il escalada à son tour le tas de fumier muni d'un grand sac à patates trouvé dans un coin. Il eut vite fait de ramener tous les potirons abandonnés par ses frères, et chargé de ce lourd fardeau, il rentra chez lui. « Ma femme, aujourd'hui j'ai pas gagné le moindre sou, mais je te rapporte toute une récolte de potirons. Ils viennent du jardin d'Olofi. Nous en mangerons pour le dîner si tu veux bien. Tiens, prépare celui-ci, le plus petit, pendant que j'allume le feu. » Mon homme, Olofi a été bien généreux, il y a là de quoi manger pendant 8 jours au moins. Obaras sortit pour chercher du bois, tandis que sa femme, munie d'un grand couteau, entreprenait de fendre le cœur du petit potiron. « Obaras, viens voir !» Sur la table de la cuisine, le potiron montrait son cœur. Dans les filets de chair orange, là où d'habitude se cachent les graines, se nichaient des dizaines de pièces d'or. Un vrai trésor. Voilà donc l'héritage qu'Olofi me destinait. Je me demande ce que contiennent les autres potirons. Ils les ouvrirent un à un et virent couler entre leurs mains or, perles et pierres précieuses. « Mon homme, c'est pas une semaine que nous tiendra le cadeau de ton père, c'est toute la vie !» À partir de ce jour, Obaras fut un homme riche, belle maison et beau troupeau. Les autres Oryxas ne comprirent jamais comment ce miracle s'était produit, mais le fait est qu'ils cessèrent de médire de leurs frères. Et ce qui, chez lui, était autrefois taxé de graves défauts, passa pour un simple signe d'originalité, à tout prendre bien pardonnable. Quant à Olofi, il ne mourut point encore cette fois. D'ailleurs, la mort peut-elle avoir raison du Dieu suprême ? Il récompensa Obaras de son amour sincère en le nommant Dieu de la justice. Et voilà. Si vous voulez retrouver l'ensemble de ces jolis contes, vous les trouverez donc aux éditions de l'Arbre d'Or à Genève, écrit par Martine Tollet. Cela s'appelle Les Pataquines de Raphaël. Adieu Martine, et merci pour tout ce que tu nous as donné.